Alors, comme ce matin, j'ai demandé à nos intervenants de parler environ 12 minutes, un quart d'heure maximum, et ensuite nous aurons donc cette pause vers 16h30 pour un quart d'heure. Je vous rappelle que vous retrouverez en bas, dans la librairie, les livres de ces intervenants, et après la pause, nous aurons donc nos 3 autres intervenants. Monsieur Georges Amar, vous êtes directeur de la prospective à la RATP, je viens de le dire, une grande maison qui transporte chaque jour des millions de personnes. Et très en phase avec donc le sujet prospectif de notre week-end, vous aimez dire « on assiste au retour de l'avenir ». C'est ce que vous m'avez dit quand on préparait cette table ronde. Et le 21e siècle sera, selon vous, le siècle des mutations. Et vous le voyez à l'œuvre, c'est votre travail, dans les transports. Et après un 20e siècle, il y a surtout augmenté la puissance, m'avez-vous dit. Le 21e siècle, lui, et ça a déjà été abordé par un certain nombre de nos intervenants ce matin, fera preuve d'intelligence. Du moins peut-on l'espérer. Comment utiliser de mieux en mieux cette puissance? Vous avez écrit un livre à ce sujet, Homo mobilis, le nouvel âge de la mobilité, chez FIP Éditions, cette année, en 2010. Alors, ce qui m'a bien plu, c'est que, même si je sais que ça n'est plus du tout à la mode, mais vous utilisez un vieux slogan 68 art, mettre l'imagination au pouvoir. Alors, allez-y, je ne sais pas si vous allez nous faire rêver, mais bon, pour le début d'après-midi, on a besoin de cette mobilité. Merci de m'accueillir à Saint-Tropez et dans ce colloque passionnant. Alors, on a beaucoup parlé déjà, évoqué hier et ce matin de changement de paradigme, changement conceptuel. Je vais le faire d'autant mieux que dans le domaine du transport, en un certain sens, il n'y a pas beaucoup de révolutions scientifiques et technologiques. Donc vous voyez, il y a de l'innovation, mais finalement, les voitures ressemblent à des voitures, les trains ressemblent à des trains. Donc il y a de l'innovation, mais c'est plutôt sur le plan des usages et des concepts que ça se passe. Donc je vais mettre un zoom plus particulier sur les changements conceptuels. Le 21e siècle, siècle des mutations. Oui, s'il y avait moyen de baisser l'éclairage sur l'écran, ça serait bien. Alors, donc j'ai deux idées à défendre, au fond. Vous m'avez demandé, quand on préparait, d'avoir un message. Bon, je négocie, j'en ai 2. Le premier, c'est que, il est banal d'ailleurs, le 21e siècle, c'est un siècle de mutation. C'est banal, mais je vais essayer de le préciser. Le deuxième message, qui est plus précis, c'est que le domaine du transport et de la mobilité est un domaine, à mon sens, assez archétypique. On peut bien comprendre, c'est une bonne façon de rentrer dans les mutations, de voir les mutations de la mobilité. Ce n'est qu'un petit aspect de l'ensemble du 21e siècle, bien sûr, mais c'est un aspect qui peut peut-être nous aider à mieux comprendre. Alors, déjà une première question. Si on parle de mutation, et d'un siècle de mutation, première question qui se pose, c'est est-ce qu'on va avoir affaire surtout à de l'accélération, c'est un titre d'un livre déjà célèbre. Est-ce qu'on va avoir de plus en plus de changements rapides qui vont nous déstabiliser, ou est-ce qu'on va avoir à des changements de logique, des changements de paradigme, des changements d'imaginaire, des changements de logiciel, comme on dit parfois. Et c'est important de savoir si on va avoir de plus en plus de la même chose de plus en plus vite, ou des vrais changements de logique. Ce qu'on attend, ce qu'on espère, des vrais changements de logique. Et je vais essayer de préciser ça dans le domaine du transport, parce que dans le transport aussi, d'une certaine façon, la mobilité est devenue la norme. On voyage de plus en plus vite. Mais est-ce que c'est de l'agitation ou est-ce que c'est une nouvelle forme de vie? Je vais essayer de creuser ça. En sachant si... Parce que la mobilité, ça peut être l'enfer aussi. On peut bouger trop. Et c'est un peu le cas. Donc, est-ce qu'on va bouger trop ou est-ce qu'on va bouger autrement? Alors, nous sommes donc dans une période où, au fond, c'est ce que je disais, l'avenir redevient excitant. Je crois d'ailleurs qu'il a toujours été. Mais quand même, peut-être qu'on a été pessimiste, peut-être qu'on a eu, même il y a eu des périodes où on disait no future, n'est-ce pas? Je crois que l'avenir redevient passionnant, et ça veut dire qu'il faut faire de la prospective, refaire de la prospective, mais la question c'est aussi quelle prospective est possible aujourd'hui. Thierry Gaudin l'a déjà un peu expliqué hier soir. Quelle prospective? Alors, la prospective que je vous propose, que je me propose de faire, c'est de faire une prospective qui s'appuie sur l'innovation, qui ne remet pas en cause l'innovation, et qui va être une façon d'éclairer l'innovation en essayant de déchiffrer les changements de paradigme.
Et là, nous avons une possibilité. Comment on peut faire de l'innovation alors que nous sommes dans une période de grands changements rapides? Nous pouvons faire de l'innovation parce que tout ne change pas à la même vitesse. Il y a des phénomènes extrêmement rapides et il y a des phénomènes un peu plus lents. Et c'est précisément les champs conceptuels qui changent un peu moins vite que les phénomènes émergents eux-mêmes. Je prends un exemple assez simple que tous les Parisiens et d'ailleurs dans de plus en plus de villes de France commencent à connaître, le phénomène Vélib. Alors Vélib est un phénomène intéressant parce que Vélib, ce qui est écrit ici en haut à gauche, mais qu'on ne voit pas bien là. Vous le voyez depuis la salle, peut-être pas très bien. Vélib, et là c'est les vélos, ça se reconnaît. J'ai un petit problème de rouge, n'est-ce pas? Alors, Vélib est un phénomène intéressant parce que dans les rues de Paris, en 2007, sous la mandature de Delanoë, arrive ce phénomène curieux, ce système de vélos en libre service qui a un succès phénoménal. D'ailleurs, le plus original, c'est le succès. Dans l'innovation, il ne faut jamais oublier que dans l'innovation, ce qui est original, c'est le succès. C'est ça qui fait événement. Simplement, donc ça arrive. L'événement, c'est l'écume des jours, si je peux dire. En 2007, arrive une innovation. C'est important du point de vue de la prospective de comprendre le concept sous-jacent. Et ce n'est pas toujours facile à comprendre qu'est-ce que Vélib. Est-ce que Vélib, c'est du vélo de location? Est-ce que c'est du vélo de libre service? Ça prend un certain temps de comprendre le concept porteur sous-jacent, parce que c'est ce concept qui va être porteur d'avenir. Le concept de Vélib, je me suis amusé moi-même à le baptiser, je ne sais pas si vous le voyez, le TPI. TPI, c'est un mot amusant que j'ai fabriqué, un nom de concept un peu curieux, qui veut dire transport public individuel. Vous voyez, l'expression est un peu bizarre, parce qu'en général, vous avez soit du transport individuel, soit du transport public. Or, Vélib, c'est un cas très particulier et est extrêmement intéressant. C'est un oxymore, comme on dit, un paradoxe, si vous voulez, une contradiction. C'est que c'est à la fois public, puisqu'au fond c'est de l'argent public, le matériel est public, les stations qui sont dans l'espace public, tout est public, et pourtant c'est un système individuel, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut avec son vélo, et va là où il veut, comme il veut. Donc vous voyez, on a une curieuse conjonction de deux concepts qui autrefois étaient séparés. Le transport public individuel commence à émerger dans nos consciences, précisément grâce à Vélib qui le rend clair. Alors l'exercice de prospective, c'est de repérer, de dénicher ce concept et de voir quelle est sa portée plus générale au-delà de l'événement. Et là, dans le cas de Vélib, c'est assez facile parce que on voit que le thème, le concept du TPI est porteur d'avenir. C'est très facile d'ailleurs à voir parce que déjà à Paris, à Lyon aussi d'ailleurs, il y a un projet qui s'appelle Autolib, et qui au fond a le même principe. De même que le Vélib, vous le prenez et vous le laissez où vous voulez. Autolib, c'est un système qui, s'il marche, sera génial. J'espère qu'il va marcher. Moi-même qui n'ai pas d'automobile, je serais très heureux de l'utiliser. Et donc, on va avoir un système qui mixte, qui mélange à la fois les vertus des systèmes publics et les vertus du système individuel. Vous voyez le phénomène très spécial. Alors, en tant que prospectiviste, je peux dire, sans trop de risque de me tromper, que le TPI, c'est-à-dire ces curieux métissages de public et d'individuel, sont promis à un bel avenir. Donc vous voyez, l'exercice de prospective, c'est de relever, de comprendre des paradigmes émergents, des concepts émergents, et de deviner leur portée. On peut même parfois le faire en regardant le passé. Alors, j'enchaîne maintenant pour dire, ça c'était un petit exercice d'identification d'un concept porteur. On peut le faire de manière beaucoup plus générale, et nous assistons dans le monde du transport à un changement global de paradigme. Et ce changement global de paradigme, on peut baptiser ça en quelques mots simples. On passe du transport, du concept de transport, au concept de mobilité, et c'est un très grand changement. Le rouge ne passe pas bien. Il va falloir que vous nous lisiez ce que vous aviez écrit. Des usages. Alors, on a un changement global, et je dis qu'il est global parce qu'il ne touche pas que la technologie. C'est pour ça que notre thème, c'est hyper technologique. Moi, c'est pas tellement ça. Je pense qu'en vérité, la grande innovation, c'est de se servir de la technologie, mais c'est pas dans la technologie qu'elle se passe. Et le grand changement, la grande transformation dans le monde du transport, elle touche d'abord les usages, c'est-à-dire ce qu'on fait, les comportements des gens, leurs attentes, leurs attitudes. Dans le monde du transport, c'est d'abord ça qui change énormément. Les outils, les technologies, sont au service de ces changements dans les usages. Alors, je vais l'illustrer assez rapidement. Donc, trois champs de mutation. Ce paradigme s'exprime sur trois plans à la fois. Je ne vais pas les détailler, bien sûr, mais dans les usages, la première chose qu'il faut qu'on dise, c'est que la mobilité devient un mode de vie. Le transport était une parenthèse dans la vie. Vous pouviez vous transporter 1 heure par jour, 2 heures par jour, peu importe. La mobilité, c'est devenu le rythme complet de la vie.
Et ça change notre perception du temps, notre perception de l'espace, notre perception du corps, etc., etc. J'en donnerai quelques exemples. Ça change également les outils et la manière d'innover, donc changement de paradigme dans la façon d'innover, que j'illustrerai. Et troisième, dont je ne parlerai pas parce que je n'aurai pas le temps, changement dans les acteurs économiques. Dans le monde du transport, les grands acteurs, c'est encore la SNCF, la RATP, Renault et Peugeot, et Air France, si vous voulez. Dans le monde de la mobilité, les grands acteurs, c'est Google Maps, par exemple, et beaucoup d'autres. Ça change profondément la structure économique aussi de ce champ-là. Alors, je vais illustrer ça en commençant par mode de vie. Alors, mode de vie, je vais vous passer une série de quelques images. C'est comme des images symptômes du changement global du paradigme de la mobilité. Le premier est une photographie que j'ai prise dans une rue de Paris. C'est la devanture d'une boutique qui vend des téléphones. Et cette devanture dit « Vivre mobile ». Vous voyez ? Et là, vous avez en 2 mots l'intitulé du paradigme. On n'est plus du tout dans le transport, on est dans la vie mobile. C'est-à-dire que vous êtes en permanence en train de bouger, vous vivez pendant la mobilité, vous téléphonez évidemment, vous travaillez, vous vous distrayez. Toute la vie est devenue mobile. Vous voyez, on va voir des exemples. C'est pas du tout pareil que le transport. Dans le transport, vous étiez fixe la plupart du temps, et de temps en temps en train, en voiture. Vous voyez ? C'est un changement radical de la signification même de notre domaine d'activité. Alors, deuxième, je crois que c'est le maire hier soir, le maire de Saint-Tropez qui a mentionné Jules Verne et 20 000 lieues sous les mers. J'aime beaucoup aussi ça, parce que Jules Verne a non seulement écrit des belles choses, mais il a eu des concepts, c'est un grand prospectiviste, Jules Verne. Et la devise du capitaine Nemo, vous vous rappelez du capitaine Nemo, et du Nautilus dans 20 000 lieues sous les mers, la devise c'est « mobilis in mobile », c'est du latin. Ça veut dire mobile dans l'élément mobile. Or, c'est ça le vrai paradigme de la mobilité, être mobile dans les vagues, si vous voulez. C'est pour ça que je crois d'ailleurs que le surf et le surfing est devenu la métaphore la plus importante de notre mode de vie. On surfe sur Internet, on surfe sur des vagues, on a des rollers, etc. Le surfing, au sens à la fois virtuel et physique, est devenu la métaphore. Parce que précisément, le surfing, c'est de bouger dans quelque chose qui bouge. Voyez, c'est ça exactement l'idée la plus forte de la mobilité. Et on va le voir de plus en plus dans les services concrets. Alors, autre façon d'illustrer ce nouveau paradigme, c'est un petit dessin qui parle de la personne mobile. Donc, on est rentré dans l'ère de la personne mobile qui vit une vie mobile. Et cette personne mobile, elle a d'abord des bonnes chaussures. On ne peut plus ne pas avoir de bonnes chaussures. D'ailleurs, l'industrie de la chaussure urbaine est en pleine croissance. Elle a des bonnes chaussures, elle a un cerveau bien équipé, parce que le cerveau, c'est l'organe principal de la mobilité. Et troisièmement, elle a un iPhone. Évidemment, ça, plus personne ne peut se permettre de vivre sans un smartphone. Le smartphone est en train de devenir l'emblème de la mobilité. On a eu l'automobile. Au XXe siècle, l'emblème de la mobilité, c'était l'automobile et l'avion. C'est la jet set. Désormais, tout ça est arrangé au placard des archaïsmes symboliques. Je ne dis pas qu'ils disparaissent. Mais comme symbole, l'automobile n'est plus le symbole. Ce n'est plus le train, ce n'est plus l'avion, c'est le smartphone qui est devenu le symbole de la personne mobile qui mène une vie mobile. Alors, quelques autres... 2 minutes ? Bon, alors je vais accélérer beaucoup. Voilà tout un tas d'images qui vous parlent de ce paradigme de la mobilité. Par exemple, il faut marcher une demi-heure par jour. Vous voyez, ça change tout dans la mobilité. Avant, la mobilité, c'était d'aller d'un point à un autre rapidement. Désormais, la mobilité, c'est de marcher une demi-heure par jour. Ça change tout. Oui, encore petite image. Je vous donne des petites images simplement pour illustrer ce paradigme. Ça, c'est la croisière. La croisière est un très bon symbole de la mobilité, parce que c'est le rapport au temps qui est en train de changer. Dans le transport classique, pour gagner du temps, il fallait raccourcir le temps. Dans le paradigme nouveau, pour gagner du temps, il faut remplir le temps. Vous voyez ? La meilleure façon de gagner le temps, c'est de s'en servir. Alors que dans le vieux paradigme, c'était un temps perdu. Le temps perdu, on le gagne en le raccourcissant. Dans la vie mobile, le temps est gagné en faisant quelque chose d'intéressant. Ça change complètement le service de la mobilité. Vous voyez, ça c'est encore un autre prospectiviste dont on ne savait pas qui il était, c'est Doisneau. C'est une photographie de Doisneau. Doisneau, déjà il y a longtemps, avait compris que la marche allait revenir. C'est le retour de la marche, cette photographie est amusante, et c'est aussi la fin de l'empire de l'automobile. Vous voyez, en une seule photo, il a dit tout ça, Doisneau. Alors, quelle innovation ? Alors, je dis quelques mots quand même sur cette... Parce que l'innovation dans les transports, sur cette base-là, de changement dans les usages, l'innovation est un peu une énigme, au fond. Parce que, d'un côté, les utopies restent des utopies. Le tapis volant reste un rêve. On va en rêver encore longtemps, d'ailleurs. En même temps, on peut se demander s'il y a vraiment du neuf. Parce qu'après tout, si le neuf, c'est le tramway et le vélo, en gros, c'est ça, quand même. Le tramway et le vélo, quand même, il n'y a pas grand-chose de très neuf là-dedans. Alors, donc, soit on dit il n'y a rien de neuf, soit on dit l'innovation n'est pas là où on croyait.
Alors l'innovation n'est pas où on le croyait, c'est ça il faut bien voir où se trouve aujourd'hui l'innovation dans le transport. Elle n'est plus, comme elle a été pendant très longtemps, exclusivement dans le domaine de la puissance de transport. Pendant longtemps, l'innovation, ça voulait dire aller plus vite, plus loin et à plus nombreux. C'est le TGV, l'Airbus, etc. Désormais, c'est pas que tout ça a disparu évidemment, hein, mais désormais les innovations les plus significatives ne sont pas dans la puissance, elles sont dans la périphérie de la puissance. Je prends comme métaphore toujours l'informatique. Ce n'est plus la puissance de calcul qui est l'objet unique de l'innovation, c'est la souris. Sans souris, pas d'ordinateur portable, pas d'internet. La souris, c'est pas de la puissance, c'est de l'usage. Vous voyez, et dans le transport, on va voir apparaître tout ça. Donc on voit apparaître l'importance du numérique de la mobilité, l'importance du service de la mobilité, l'importance de l'immobile de la mobilité, c'est-à-dire les lieux. Je passe en revue très brièvement. Donc on voit de plus en plus apparaître le smart. Vous voyez, ce petit mot qui a l'air d'être très envahissant. Hein. On a des smartphones, des smart grids, des smart mobilités. Ce mot-là, curieux, veut dire que c'est l'intelligence qui compte plus que la puissance. Et beaucoup de ces services d'intelligence de la mobilité vont devenir des services essentiel dans la mobilité, plus que de faire rouler les trains rapidement. Le service, très important également, l'accompagnement, la pédagogie, la petite image de là, c'est au fond, on va apprendre la mobilité comme on apprend à lire et à écrire. On ne peut plus se passer d'apprendre. On apprend à conduire une voiture, bien sûr. On va apprendre à lire des cartes de mieux en mieux, etc. Le service important. Et puis les lieux deviennent très importants. L'ensemble des lieux, je m'amuse à mettre de curieuses arrêts de bus. Le banc public est un équipement essentiel de la mobilité, il ne faut pas l'oublier, c'est ça qui permet la marche. Les jardins publics, les parcs publics équipés de Wi-Fi, etc., deviennent des éléments essentiels de la mobilité nouvelle. J'ai presque fini. Et pour presque finir, on commence à découvrir d'autres façons d'innover. Alors là, c'est assez intéressant. L'innovation en matière de transport de demain, ça ne sera pas tellement d'inventer le nouveau moteur exceptionnel. Tant mieux si on y arrive, mais ça ne sera pas seulement ça. Ça sera le transgénique. On a parlé déjà de ça ce matin. Hein. Le transgénique au sens métaphore. Hein. Le transgénique de la mobilité. Je l'illustre d'une façon très simple. On voit apparaître au Brésil et de plus en plus dans beaucoup de pays américains et européens des machins, on ne sait même pas comment les nommer, qui sont un mélange de bus et de métro. Vous vous demandez comment c'est possible. Hein. Il y a des métros qui sont sans rails et sans souterrain. C'est bizarre quand même. Donc, on voit apparaître des systèmes qui sont... Vous prenez les ingrédients du bus, du système bus, des ingrédients du système métro, et vous avez ça, je ne sais pas si vous voyez bien l'image, c'est une image de la ville de Curitiba au Brésil, où ils ont inventé un machin qui a des performances de métro en utilisant des véhicules bus, ce qui est extrêmement intéressant. Or ça, c'est de plus en plus un mode général, une manière générale d'innover, de métisser les concepts. Une des plus beaux métissages, d'ailleurs, c'est le pédibus, ou walking bus en anglais, qui est un système très amusant, très simple et très intelligent, qui est d'amener les enfants à l'école en les faisant marcher, ce qui est très bon pour leur santé d'ailleurs. Et on organise ça comme un bus, c'est-à-dire qu'il y a un itinéraire tracé sur une carte, avec des arrêts, avec des potelets d'arrêts, avec un horaire qui dit le pédibus passe à 7h10, 7h20, etc. Et avec un conducteur qui est un parent d'élève. Donc vous avez les 4 ingrédients du concept de ligne de bus, et il ne manque que le hardware, si vous voulez. Hein. C'est un bus software, sans quincaillerie. Et pourtant, ça marche très bien comme une ligne de bus, ça a beaucoup de vertus. Et en plus, c'est pas cher, évidemment. C'est écologique, ça fait marcher les enfants. Alors, j'ai presque fini. Alors, je disais que l'avenir, c'est quand même... Les nouveaux champs, c'est au-delà, par-delà la puissance. Par-delà la puissance, j'ai fait un petit dessin là, il y a ce qu'on appelle désormais la mobilité douce. Alors, les gens qui aiment ça, d'ailleurs, préfèrent appeler ça la mobilité active, parce que doux, ça a l'air d'être pas sérieux. Pourtant, Dieu sait que la douceur, si ça se trouve, c'est l'avenir au XXIe siècle. Donc, la douceur dans la mobilité, alors, en gros, c'est le vélo et la marche, et tout ce qui va avec. Hein. Et moi, je pense qu'il faut plutôt généraliser et se dire que le mode de transport de l'avenir, c'est le corps. Le corps humain, le corps mobile, le corps augmenté ou pas augmenté. Le corps devient l'instrument. Il a toujours été. Mais de plus en plus, le corps équipé, le corps organisé, le corps éduqué, le corps augmenté devient... Alors voilà, c'est une petite image qui vous raconte tout ça très bien, qui vous montre comment la marche peut être un système très intelligent et parfois rapide, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit. Ça peut être très rapide, la marche, parce qu'on a les bons raccourcis, les bonnes chaussures. Et alors la marche, je vais finir, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'inventer la marche du XXIe siècle. Ça peut paraître bizarre comme expression, parce que la marche, on croit que ça vient du fond des âges, que ça a toujours été pareil. Pas du tout. Chaque époque marche différemment. Chaque pays marche différemment. Chaque culture marche différemment. Chaque personne marche différemment. J'ai toujours plaisir à mentionner ce livre de Balzac qui est très peu connu, qui s'appelle Théorie de la démarche. En 1833, Balzac écrit Théorie de la démarche. Magnifique livre où il explique qu'est-ce que c'est que marcher. Balzac.
Et donc nous avons à inventer la marche du XXIe siècle, qui n'est pas la même que la marche du XXe siècle. Parce que là, quand on dit la marche, c'est pour ça que c'est un sujet passionnant. Moi, je crois que la marche, c'est le transport de l'avenir, à condition de ne pas l'isoler du reste. Hein. La marche, c'est tout ça. Hein. Le vélo, vous savez que le vélo, à l'origine, le mot vélo vient de vélocipède. Vélocipède, ça veut dire vélox bipède. C'est ça l'étymologie. Vélox bipède. Ça veut dire bipède augmenté, bipède accéléré. Tout est l'augmentation du marcheur. Tous les systèmes de transport, c'est le marcheur. Et ce qui est intéressant avec la marche, c'est que si on étudie la marche, on étudie la ville qui va avec. C'est ça la marche. Si on étudie la marche, on étudie la mobilité qui va avec. L'intérêt de la marche, c'est de revisiter l'ensemble de la mobilité avec les pieds. Il faut revisiter le métro par les pieds, repenser le métro du point de vue des pieds, si je peux dire, du point de vue de l'homme qui marche avec ses équipements, ses chaussures, son corps, son cerveau et ses vêtements. Et alors, voilà, je finis là, cette fois je finis, en disant que de plus en plus, on redécouvre avec ces systèmes de transport l'environnement comme ressource. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Il y a d'ailleurs beaucoup de développement technologique en informatique où on voit l'environnement comme une ressource. Or, ça nous fait redécouvrir notamment la rue. La rue est un système de transport, c'est un système de transport très intelligent. C'est une ressource pour le marcheur. J'ai fini.